Bonjour, chers collègues. Alors, nous attendons que... Mes chers collègues, Madame la Ministre, bonjour. Avant de passer à notre ordre du jour, permettez-moi de vous indiquer que les travaux de notre mission d'information sur les budgets genrés sont en cours de finalisation. Ceux de notre mission sur la santé psychique des femmes, tous les deux le seront dans les prochaines semaines. Nos rapporteurs pourront donc vous présenter les résultats de leurs travaux dans le courant du mois de mai pour l'ensemble de ces rapports à des dates qui vous seront communiquées prochainement. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont membres du bureau ou membres associés, je vous rappelle qu'à l'issue de notre audition, nous avons un temps de bureau, donc je vous invite à rester dans cette salle. Ça nous permettra de préparer les prochains travaux pour notre délégation. Nous en venons maintenant à notre ordre du jour. Madame la Ministre, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes est honorée de vous recevoir aujourd'hui et vous remercie chaleureusement pour cette audition. Ce temps d'échange permettra, je l'espère, d'éclairer nos membres sur votre feuille de route en matière de soins et d'accès aux soins, plus particulièrement en ce qui concerne les problématiques plus particulières des femmes, mais aussi en ce qui concerne l'avenir, les conditions de travail, la santé des professionnels de santé qui sont, on le sait, très majoritairement des femmes. Nos deux rapporteurs de la mission d'information que je salue, portant sur la santé psychique des femmes, Madame Pascale Martin et Madame Anne-Cécile Violent, disposeront ensuite d'un temps environ de 5 minutes pour vous interroger dans le cadre de leur mission. Je donnerai ensuite la parole à un orateur par groupe pour une durée de 2 minutes et nous enchaînerons dans la limite du temps disponible sur les questions brèves pour l'ensemble des personnes qui sont avec nous. Madame la Ministre, je vous en prie, vous avez la parole. Madame la Présidente, chère Véronique, Mesdames les députés, j'aurais aimé me dire messieurs, mais non. C'est une façon assez sympathique de concevoir la parité, oui. Je vous remercie de me recevoir ici aujourd'hui devant votre délégation pour échanger sur les enjeux liés à la santé de la femme. Tout d'abord, excusez le report du 8 mars. Je devais venir, mais le 8 mars, il y avait beaucoup de manifestations auxquelles j'ai dû participer. Et en tout cas, vous dire que les travaux que vous menez m'intéressent au plus haut point. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est un sujet qui demande une mobilisation de chacun, les parlementaires, et j'écouterai avec attention la mission sur la santé psychique des femmes, les ministères, bien sûr, le monde associatif, académique, les collectivités locales, le monde de l'innovation. Loin d'être un sujet uniquement sanitaire, la santé des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes appellent des réponses collectives qui dépassent les clivages politiques. À l'occasion de ce propos liminaire, j'aimerais aborder plusieurs sujets que nous pourrons ensuite développer dans les questions si vous le souhaitez. Le sujet de la prise en charge des femmes victimes de violences. J'aborderai ensuite la question de la santé de nos professionnels de santé. Et enfin, je détaillerai les différentes mesures mises en œuvre dans le cadre du suivi de la loi bioéthique, sur lesquelles je pourrai revenir si vous le désirez dans le cadre de nos échanges. La prise en charge des femmes victimes de violences. Pour la deuxième fois, l'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause du quinquennat. La lutte contre les violences faites aux femmes, première manifestation de la rupture d'égalité entre les sexes, constitue une priorité pour notre gouvernement. Avec le Grenelle des violences conjugales en 2019, de nombreuses actions ont été entreprises pour que la parole se libère et que chaque victime puisse être prise en charge. La déclinaison adaptée et réactive des plans de lutte contre les violences faites aux femmes et plus globalement, la prise en charge des violences intrafamiliales est inscrite dans la feuille de route de mon ministère. Je vais quand même vous rappeler quelques chiffres, même si je sais que vous êtes parfaitement aguerris à ceci, mais je pense qu'il est toujours bon de les rappeler. 208 000 victimes de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires. 143 homicides conjugaux en 2021, dont 85% de femmes, contre 125 en 2020. Les viols et tentatives de viol croissent également de 31% en 2021, plus 27% en 2020. La part des victimes étrangères, 15%, est 2 fois plus élevée que la part d'étrangers vivant en France. La Guyane, la Seine-Saint-Denis, le Nord, la Réunion, le Pas-de-Calais et le Lot-et-Garonne sont les départements où le nombre de victimes conjugales enregistrées est le plus élevé.
Nul ne peut rester indifférent face à ces chiffres. Le 25 novembre dernier, j'ai installé au ministère de la Santé et de la Prévention le comité de suivi des mesures du Grenelle afin de réunir les différents acteurs, administrations, mécènes et associations impliqués et partenaires. Ce comité a été précédé par une représentation théâtrale de la pièce « Je me porte bien » de Sonia Aya, femme policière et auteure. C'est un véritable outil pédagogique de formation et de prévention sur les violences faites aux femmes. Pour assurer la prise en charge des femmes victimes de violences, mon ministère est notamment en charge du développement des structures dédiées à la prise en charge sanitaire, psychologique et sociale des femmes victimes de violences, sur le modèle de la Maison des femmes de Saint-Denis, initiée par le docteur Rada Hatem, à qui je veux rendre ici hommage. Un cahier des charges national, non pas qu'elle soit décédée, mais c'est l'hommage à son travail. Un cahier des charges national du dispositif a été établi en lien avec un groupe d'experts issus du groupe de travail suivi du Grenelle des violences conjugales. Une instruction nationale à destination des ARS a permis de diffuser le cahier des charges des dispositifs et un soutien financier national en mission d'intérêt général sur 3 ans, 2020-2022, pour un total de 5,1 millions d'euros, complété le cas échéant de financement ARS du fonds régional, le fameux FIR, et de financement autres, collectivités locales, mécènes, privés, a permis le soutien de 56 structures avec une moyenne de 3,5 dispositifs soutenus par région. Les dispositifs Maison des femmes, soutenus par la MIG, sont des dispositifs dédiés aux femmes victimes de violences, alors que les centres de santé sexuelle ont vocation à s'adresser à un public plus large. Les centres de santé sexuelle, anciennement centres de planification et d'éducation familiale, sont financés par les conseils départementaux. Il s'agit de lieux ouverts à tous pour favoriser l'écoute et la prévention sur la sexualité, la contraception, les IST, les IVG, mais aussi plus globalement sur tout ce qui touche à la vie affective et relationnelle. On peut y bénéficier d'une consultation médicale par des sages-femmes ou des médecins. Certains centres effectuent des IVG. Les maisons des femmes s'adressent à un public plus spécifique, celui des femmes victimes de violences. Elles sont situées dans des hôpitaux assurant à minima une activité d'urgence de gynéco-obstétrique. Elles doivent disposer d'activités spécialisées telles l'IVG, la chirurgie générale et spécialisée, la psychiatrie, les permanences d'accès aux soins de santé. L'objectif est d'y assurer, via le dispositif dédié, un panel large de prestations garantissant la complétude et la qualité des parcours des femmes victimes. Il n'est toutefois pas nécessaire au dispositif de proposer in situ la totalité des prises en charge visées, qui doivent, dans le cas contraire, être organisées par des voies de convention avec d'autres établissements de santé ou partenaires de ville, et notamment avec les centres de santé sexuelle. À l'occasion du comité interministériel pour l'égalité femmes-hommes présenté le 8 mars, la Première ministre a annoncé le doublement du nombre de maisons des femmes afin d'atteindre une maison des femmes par département à l'horizon 2025. Concernant le développement du dépôt de plainte à l'hôpital, moins d'une victime de violences conjugales sur 4 a porté plainte en 2021. Afin de faciliter le dépôt de plainte des femmes victimes de violences et d'encourager le recueil des preuves sans plainte, mon ministère, en lien avec le ministère de l'Intérieur et de la Justice, veille à accélérer les signatures de conventions santé-sécurité. Fin 2022, 269 conventions ont été signées et 54 sont en cours de signature. Un travail conjoint avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et la Justice va être engagé pour identifier les freins au développement, favoriser la signature de ces conventions et adapter les modalités de dépôt de plainte pour faciliter l'aller vers les victimes. Le recueil de preuves sans plainte qui permet aux femmes de prendre le temps de la réflexion et de porter plainte quand elles se sentent prêtes est également une priorité. Entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022, 5 367 examens dans le cadre du recueil de preuves sans plainte ont été réalisés dans les unités médico-judiciaires hospitalières. Cela représente une augmentation de 44% par rapport à 2021. Sur la prise en charge du psychotraumatisme, votre commission s'intéresse tout particulièrement à la santé mentale des femmes. Les violences conjugales sont malheureusement à l'origine de nombreux traumatismes psychologiques pour les femmes qui en sont victimes. C'est pour cette raison que nous devons proposer aux victimes une prise en charge adaptée. Le développement des centres régionaux de psychotrauma, les CRP, est issu des mesures prises dans le cadre des plans de lutte contre les violences faites aux femmes. Ainsi, certains CRP étaient historiquement spécialisés dans la lutte contre les violences faites aux femmes. En 2021, les données d'activité des CRP font état d'une file active composée à 72
de femmes. Les CRP ont évolué vers d'autres dispositifs élargis à toutes les formes de psychotraumatisme. Violences faites aux enfants, violences intrafamiliales, actes terroristes, notamment au PACA, traite des êtres humains, notamment en Occitanie. De nouveaux moyens ont été déployés pour la création en 2020 de 5 nouveaux dispositifs de prise en charge du psychotraumatisme, portant leur nombre à 15 sur le territoire et permettant en particulier la couverture de l'ouest du territoire national. À aujourd'hui, l'ensemble des régions est couvert, à l'exception de la Corse, la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte. Conformément au cahier des charges, ces structures doivent mettre en œuvre 2 missions principales. D'une part, une prise en charge de tout type de victimes et de violences. D'autre part, une fonction de ressources, de formation et d'expertise concernant le psychotraumatisme pour favoriser la prise en charge sur les territoires. Les dispositifs retenus constituent des points d'animation et de contact, des pilotes régionaux qui ont vocation à impulser et soutenir une dynamique dans la prise en charge du psychotraumatisme. Il est essentiel que l'ensemble des acteurs du soin et plus largement de la santé travaillent en coordination et en synergie pour proposer à chaque personne ayant besoin du système de santé une offre diversifiée et de qualité pour l'accompagner dans son parcours vers la résilience. Accompagner et former les professionnels de santé face aux violences. Pour accompagner les professionnels de santé face aux violences conjugales, un outil d'évaluation de la gravité et de la dangerosité des situations de violence conjugale a été réalisé en lien avec la MIPROF. Cet outil pratique a été validé par les ordres en novembre 2022. Il comporte un logigramme, un tableau de caractères, un guide de remplissage de la fiche de signalement, une fiche de signalement, un rappel des recommandations de bonne pratique de la HAS, ainsi que des ressources utiles pour aller plus loin. Par ailleurs, le 25 novembre dernier, la HAS a diffusé largement un outil et des vidéos sur le dépistage systématique pour encourager les médecins généralistes à questionner systématiquement toutes leurs patientes sur l'existence de violences conjugales actuelles ou passées. Nous menons également des actions de formation des professionnels en addictologie. La littérature nous montre que la prise en charge de substances psychoactives, en premier lieu l'alcool, est constatée dans 40% des cas de violences conjugales. À cet égard, nous avons lancé une campagne de formation ciblée sur les référents violences faites aux femmes dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les XAPA, et les centres d'accompagnement à la réduction des risques et les dommages, les CARUD. L'ensemble des référents a été formé. Enfin, et toujours dans une logique de mieux connaître pour mieux agir, je souhaite documenter davantage le sujet des violences sexistes et sexuelles en milieu étudiant. À cet égard, une étude de large envergure sera lancée avec la MILDECA afin de mesurer la prévalence des violences envers les femmes étudiantes et d'identifier les moyens de prévention les plus efficaces. La santé des professionnels de santé. J'aimerais ensuite revenir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de la santé des professionnels de santé. C'est un sujet qui résonne en chacun de nous parce que nos professionnels de santé sont précieux et je crois que nous mesurons tous et toutes. Prendre soin de ceux qui nous soignent est donc un devoir auquel nous devons répondre ensemble. Ce sujet n'est pas nouveau, mais il a été particulièrement mis en exergue par la crise sanitaire et l'acuité des problématiques rencontrées reste importante. Et elle va demeurer, car notre système de santé connaît une situation dégradée, et bien que nous soyons à l'œuvre pour apporter des réponses rapides, il va falloir du temps pour que les résultats s'expriment concrètement. Aussi, j'ai souhaité, en prenant appui sur les travaux qui ont été menés depuis 2017, donner une nouvelle impulsion à ce chantier. Chacune et chacun de nous ici, comme la très grande majorité des Français, mesure combien l'engagement de ces hommes et femmes qui épousent leur métier par vocation est précieux. C'est une richesse qu'il nous appartient de préserver ensemble dans un esprit de solidarité. Or, le surmenage auquel ces professionnels sont dans une large mesure confrontés induit des conséquences importantes, tant au plan individuel que collectif, et fait peser un risque sur l'ensemble du système de santé. Si l'ensemble des professionnels sont concernés, et toutes les générations sont concernées, 2 populations de soignants peuvent être identifiées comme plus à risque. Les professionnels de santé et les étudiants au métier de la santé. Nous savons que la charge de travail et le déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie privée sont courants et qu'ils affectent leur santé psychique. Nous savons également que l'organisation et les conditions de leur travail impactent leur santé physique, avec pour conséquence le sentiment partagé par un quart des professionnels de santé d'être en mauvaise santé. J'ajoute que les femmes professionnelles de santé semblent présenter une exposition spécifique à certains risques sanitaires, avec un risque spécifique de certains types de cancers. Cette conjugaison de facteurs vient pénaliser, effriter l'attractivité des métiers de la santé, alors qu'ils comptaient, jusqu'il y a peu encore, parmi les orientations professionnelles hautement valorisées.
En tant que ministre chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé, cette situation m'oblige à rechercher avec vous tous des réponses structurelles, des solutions durables. En tant que pharmacienne, en relation avec de nombreux collègues, médicaux comme paramédicaux, je mesure également la force du déni, ainsi que la détresse qui s'empare des soignants lorsqu'ils perdent pied. C'est pour cela que j'ai souhaité engager, depuis ma nomination, un chantier pour co-construire avec les professionnels concernés les mesures utiles, pragmatiques et concrètes qui apporteront des réponses à leurs besoins de santé. J'ai demandé à 3 personnes qualifiées d'en assurer le pilotage en lien avec mon ministère. Philippe de Normandie, Marine Kresguilly, Alexis Bataille-Imbert. C'est la première de nos priorités, c'est d'arriver à préciser finement les problématiques de santé auxquelles sont exposés les soignants. Nous avons lancé avec l'adresse et la Fondation MNH le 7 novembre dernier un appel à une manifestation d'intérêt relatif à la recherche sur la santé des professionnels de santé. À l'issue de ce processus, 4 projets ont été retenus le 30 mars dernier, qui portent sur les thématiques suivantes. Grossesse et maternité chez les professionnels de santé. Exposome et pénibilité professionnelle dans le secteur de la santé. Santé mentale et addiction, impact du parcours professionnel. Dépistage, incidence et mortalité des cancers chez les personnels du secteur de la santé. Nous avons engagé le même jour le lancement d'une grande enquête co-construite avec les différentes fédérations, FHF, FHP, FEAP, Unicancer, mais aussi le groupe SOS, la Croix-Rouge, ainsi que les organisations représentatives des professionnels de santé, l'UNPS, les libéraux, et également avec l'Association française des directeurs de soins. Ce questionnaire, articulé autour d'une quarantaine de questions, est un outil dont nous souhaitons qu'il soit mobilisé et accessible pour tous les soignants afin qu'ils puissent s'en saisir. Notre souhait à travers cet outil est bien de les solliciter directement, de leur montrer que c'est à chacun, chacune d'entre eux, que nous souhaitons apporter collectivement des réponses. J'ai souhaité par ailleurs engager un partenariat avec l'association Solidarité avec les soignants, une association fondée et présidée par Anne Roumanoff durant la crise sanitaire, afin d'accompagner leur action en vue du bien-être des professionnels de santé. Pour conclure mon long propos, je souhaiterais revenir sur ce sujet dont je sais qu'il nous tient à cœur, celui de l'application de la loi bioéthique. Il nous tient à cœur comme tous les autres sujets d'ailleurs. La loi bioéthique a ouvert des droits inédits et attendus de longue date aux femmes en matière d'AMP. C'est une avancée collective et c'était un engagement du président de la République en 2017. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir qu'elle se saisisse de ce nouveau droit. En 2022, 15 000 demandes de première consultation ont été enregistrées en vue d'une AMP avec don de spermatozoïdes au bénéfice de couples de femmes ou de femmes non mariées, contre 6 800 en 2021. Au 31 décembre 2022, on recense 444 grossesses évolutives, soit plus de 12 semaines d'aménorrhée et 21 accouchements pour des couples de femmes et femmes non mariées, issus de tentatives d'AMP avec don de spermatozoïdes réalisées depuis août 2021. Mais malgré les moyens déployés pour permettre au système d'assumer l'afflux de nouvelles demandes, le délai moyen de prise en charge pour une AMP avec don de spermatozoïdes, depuis la prise de rendez-vous jusqu'à la première tentative, est estimé à 14,4 mois, contre 12 avant la loi. Ce délai est encore trop important, c'est pourquoi nous travaillons activement à sa réduction. Le ministère a décidé de réunir les centres publics et privés au sein d'un groupe de travail pour poser les bases d'une meilleure coopération entre les acteurs, notamment en matière de gestion des files d'attente et d'harmonisation des parcours. Nous sommes convaincus qu'il est possible de réduire encore le délai moyen pour bénéficier d'une AMP en généralisant les bonnes pratiques de prise en charge parmi les acteurs publics et privés au cours de l'année 2023. Cela passe par exemple par le fait de donner préalablement aux patientes une checklist, ou une liste tout court d'ailleurs plus qu'une checklist, à la manière des rendez-vous en mairie pour les titres d'identité afin qu'elles se rendent à leur premier rendez-vous munies de toutes les pièces nécessaires, ou bien pour une meilleure coordination de la prise des rendez-vous avec les différents professionnels au cours du parcours pour éviter l'addition des délais d'attente. En amont de l'AMP, c'est la question de la santé reproductive des femmes qui se pose, et ce qu'elle implique à titre individuel pour les femmes concernées, et ce de façon globale pour notre société. L'infertilité s'explique par des facteurs environnementaux, perturbateurs endocriniens d'origine médicale, endométriose, syndrome des ovaires polykystiques ou comportements sociétaux. Ces derniers ont des conséquences directes sur la fertilité, consommation de tabac ou de cannabis, obésité, troubles de l'alimentation ou indirects, en entraînant un recul de l'âge à la maternité, le déclin naturel de la fertilité avec l'âge étant le premier facteur d'infertilité. Dans le cadre de mon action en matière de santé environnementale, je souhaite avancer pour une prise en compte globale de la santé reproductive, comme lors des travaux sur le plan national santé-environnement 4, qui comprend un volet sur le caractère reprotoxique des produits ménagers ou sur la deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Dans les fonctions qui sont les miennes et en lien avec votre délégation, nous sommes pleinement engagés sur l'ensemble de ces chantiers. Je formule le vœu
Et c'est une philosophie que je sais que vous partagez, que je vous sais partager, on peut le dire aussi comme ça, Madame la Présidente, pour que nous avancions ensemble sur ces sujets essentiels. Je vous remercie de votre écoute et suis à votre disposition pour répondre, bien sûr, à toutes vos interrogations. J'espère peut-être déjà avoir répondu à certaines de vos questions. Merci Madame la Ministre pour ces propos liminaires. Vous avez raison, nous sommes attachés à ces mêmes sujets. Et j'ai envie de dire à vous revoir aussi parce qu'il y a la façon dont on énonce, la façon dont on légifère et puis ensuite le fait de pouvoir faire notre mission de contrôle du gouvernement. Je trouve que la notion de l'évaluation est un sujet important. Donc ce sera avec plaisir d'être dans la continuité de nos travaux sur ces questions-là. Alors, nous nous intéressons maintenant à nos deux rapporteurs de la mission d'information, donc Mesdames Pascale Martin et Anne-Cécile Violent. Je vous laisse la parole et vous organisez peut-être comme vous le souhaitez. Qui démarre? Madame Pascale Martin, vous avez la parole. Nous allons donc prendre la parole à deux voix, puisque nous travaillons ensemble sur ce sujet de la santé psychique des femmes. Madame la ministre, merci déjà pour vos propos liminaires fort intéressants. Donc, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes nous a désignés comme rapporteurs d'une mission d'information sur la santé des femmes. Et comme le sujet était très vaste, nous avons décidé de le concentrer plus spécifiquement sur la santé psychique des femmes, sujet souvent négligé et pourtant primordial. Votre audition nous offre l'opportunité de vous poser un certain nombre de questions en lien direct avec l'objet de cette mission. En effet, nous avons déjà mené de nombreuses auditions, notamment auprès de professionnels de santé, tant dans le secteur hospitalier que libéral, mais également auprès d'associations et d'usagers et usagères. Par ailleurs, Santé publique France nous a fourni des données chiffrées assez significatives. Il apparaît que la demande de soutien psychologique et de soins lorsque des troubles psychiques apparaissent se trouve en constante augmentation. La crise de la Covid n'a fait qu'accentuer ce phénomène, notamment chez les jeunes et tout particulièrement chez les jeunes filles. Or, l'offre de soins peine à répondre à cette augmentation des besoins. Le nombre de professionnels de santé et de structures dédiées à la prise en charge psychique tend même à diminuer du fait des départs à la retraite et de la désaffection des nouvelles générations que les conditions d'exercice de leur métier découragent. Et vous venez d'en parler, Madame la Ministre. Anne-Cécile. Merci Pascal. Madame la Ministre, chers collègues, il en va de même des associations, lesquelles ne peuvent pas mener toutes les actions qu'elles souhaiteraient entreprendre ou les prolonger en raison de l'insuffisance ou de l'absence de pérennité des moyens financiers qui leur sont alloués par la puissance publique. C'est notamment la problématique des appels à projets qui ne permettent pas justement de pérenniser les financements. Par ailleurs, les interlocuteurs avec lesquels nous avons échangé ont mis l'accent sur l'importance de la prévention en matière de santé psychique. Pour préserver ou restaurer la santé psychique, il faut mener des actions de dépistage précoces et assurer une prise en charge rapide. Cela passe par une information et une sensibilisation tant du public que des professionnels de santé. S'agissant de la formation de ces derniers, un temps réduit est consacré au dépistage et au traitement des troubles psychiques. En particulier, les médecins généralistes, qui sont souvent le premier, voire parfois le seul interlocuteur des personnes en souffrance psychologique, n'ont suivi que peu d'heures de cours consacrés à cette thématique lors de leur cursus d'études. Alors, nos questions sont les suivantes. La santé psychique constitue-t-elle une des priorités pour les politiques de santé publique? Et si tel est le cas, les moyens qui lui sont consacrés vont-ils être renforcés? Peut-on voir, par exemple, évoluer le dispositif Mon Psy vers une meilleure adaptation et une meilleure cohérence avec les professionnels? De nombreuses inégalités territoriales sont observées en matière d'accès aux soins et l'absence de praticiens spécialisés, psychologues, psychiatres, infirmiers en pratique avancée ou de structures dédiées ne permet pas à toutes les femmes d'avoir un accès à une prise en charge pour elles ou leurs enfants, notamment traumatisés par des violences conjugales, dans des délais raisonnables, ni accéder à un suivi prolongé. Qu'est-ce qui est prévu pour améliorer l'accès aux soins dans le domaine de la santé psychique sur l'ensemble du territoire national, en mettant l'accent sur les territoires les plus déshérités? Évidemment, je pense aux zones rurales, aux territoires touchés par la précarité économique et les outre-mer.
L'accompagnement périnatal des femmes est trop souvent négligé et l'absence de soutien des femmes dans cette période de particulière vulnérabilité peut avoir un retentissement important tant sur la santé psychique des femmes que sur celle de leurs enfants, y compris sur leur long terme. Je salue le travail de ma collègue Sandrine Josso, notamment sur la proposition de loi sur l'accompagnement psychologique des femmes qui ont subi une interruption de grossesse. La mise en œuvre d'un accompagnement périnatal systématique est-elle prévue en priorisant la pluridisciplinarité et la continuité dans le suivi ? Quel approfondissement de la formation des professionnels de santé a mené à repérer et à prendre en charge les troubles psychiques des femmes? Médecins généralistes, sages-femmes, infirmières en pratique avancée, psychiatres, psychologues. Est-il envisagé qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation continue? Vous en avez également parlé. Qu'est-il prévu pour améliorer l'attractivité des métiers de santé en lien avec la prise en charge de la santé psychique des femmes en termes de conditions de travail et de rémunération, en particulier en milieu hospitalier, afin d'éviter une fuite des professionnels de santé qui préfèrent se tourner vers l'exercice libéral, voire abandonner la profession? La question apparaît particulièrement cruciale pour la salle de naissance. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec une sage-femme qui m'a vraiment alertée sur ce problème. Et enfin, une dernière question qui concerne plus précisément la santé mentale des professionnels de santé. Dans les métiers de la santé fortement féminisés, comme vous le savez, la souffrance des personnels est évidente. Les taux de démission deviennent astronomiques, chez les infirmières notamment. Les soignantes avec qui j'ai pu échanger m'ont parlé de burn-out, de dépression, mais tout cela ne vous surprend pas, j'imagine. Je vous demande donc, Madame la Ministre, comment vous comptez agir à court et à long terme pour améliorer la santé mentale des personnels soignants. Nous vous remercions avec ma collègue des éléments de réponse que vous pourrez nous apporter, lesquels viendront alimenter le rapport de la délégation consacré à la santé psychique des femmes. Je vais répondre de façon orale à toutes vos questions nombreuses et je vous transmettrai une petite chose par écrit. Tout d'abord, pour répondre à la dernière question, très brièvement, j'y ai déjà répondu. La santé des professionnels de santé et particulièrement des femmes, puisqu'elles sont majoritaires dans le système de santé, notamment dans les métiers que vous avez cités, est pour moi un enjeu majeur. Je le redis, nous avons lancé cette mission avec pour objectif d'objectiver les problématiques de santé, notamment en milieu libéral, puisque dans les établissements, c'est plus facile, j'allais dire, de parler des problématiques de santé, notamment avec l'axe de la médecine du travail et de la qualité de vie au travail, ce qui n'est pas du tout fait et pas du tout documenté en médecine libérale ou en santé libérale. Une infirmière libérale, on ne sait pas. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment tout d'abord de lancer ce questionnaire, et nous l'avons lancé il y a seulement quelques jours, et nous avons déjà plus de 8500 réponses. Ça veut bien dire que l'enjeu est là, que les professionnels de santé, et tous les professionnels de santé, je le redis, il s'agit, quand on parle de professionnels de santé, on ne parle pas des médecins, je dis bien pas que des médecins, on parle de tous les professionnels de santé. Et donc n'hésitez pas, on va vous donner le lien, si vous connaissez des professionnels de santé, pour leur envoyer le lien, qu'ils remplissent le questionnaire. Plus ce sera documenté, plus ce sera intéressant de pouvoir apporter des réponses. Voilà. Et puisque la santé des femmes est une de nos priorités, nous avons lancé avec la Fondation MNH et l'adresse un appel à manifestation d'intérêt. Nous avons eu 11 projets très sérieux, vraiment très intéressants. Il a fallu en sélectionner 4 qui vont travailler sur 2 ans. Et un des premiers axes, c'est la grossesse et la santé des femmes et le travail. Et je pense qu'on pourra apporter des réponses sur cette partie-là, mais aussi sur la prévalence du cancer chez les femmes qui travaillent, et notamment la nuit. Je pense que ces sujets-là sont assez intéressants, et on a déjà lancé ces pistes-là, mais on espère, avec les 3 professionnels qui nous accompagnent, Philippe de Normandie et un médecin, une femme médecin de Marseille, et un infirmier, enfin un aide-soignant devenu cadre et militaire. Je peux vous assurer qu'il va suivre ça au cordeau. Et c'est assez intéressant la façon dont il aborde lui aussi, Alexis, ce sujet. Est-ce que la santé mentale constitue une priorité? Je crois que la réponse est évidente, j'allais dire oui. La santé mentale est une priorité.
Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas répondu vraiment à votre question. Mais d'abord, avant la crise sanitaire, c'était déjà un enjeu. Après la crise sanitaire, c'est un très grave enjeu et un important enjeu. On le sait bien. L'impact qu'a eu la crise, d'abord sur le système de santé, mais aussi sur un bon nombre de nos concitoyens, et notamment chez les jeunes. Je ne veux pas faire de focus spécifique chez la jeunesse, mais Anne-Cécile, vous avez parlé de la prévention, et on voit bien que chez nos jeunes, chez les plus jeunes notamment, et les chiffres du suicide chez les jeunes filles entre 10 et 12 ans, chez les tentatives d'autolyse qui sont sorties, les chiffres qui sont sortis en novembre dernier doivent nous faire froid dans le dos. Une augmentation de plus de 100% de tentatives d'autolyse chez les jeunes filles de 10 à 12 ans nous invite et nous incite à aller encore plus vite dans la prévention et dans la réponse à apporter aux jeunes. Donc la santé mentale est évidemment une priorité. C'est une priorité, mais vous avez aussi souligné la difficulté de la démographie médicale, et notamment dans le domaine de la psychiatrie. La psychiatrie a été longtemps considérée ou a été longtemps pas considérée. J'allais dire de la même façon que les professions médicales. Agnès Buzyn avait lancé en décembre 2017 un grand travail sur ce sujet en faisant de la psychiatrie une de ses priorités, avec notamment la nomination d'un délégué interministériel, M. Bilivier, qui a travaillé à ce sujet, qui a développé dans les territoires des réflexions sur des schémas de psychiatrie dans les territoires. C'est un véritable enjeu que nous souhaitons prendre à bras-le-corps. Et la première des réponses, notamment après la crise sanitaire, et vous l'avez souligné, c'était le dispositif Mon Psy, qui a été fortement débattu, mais dont nous voyons bien l'intérêt, puisque je crois qu'aujourd'hui, plus de 90 000 consultations ont été effectuées chez Mon Psy, et c'est vraiment un enjeu majeur. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas répondu à votre question. La difficulté pour nous, c'est bien d'augmenter le nombre de professionnels de santé, et de tous les professionnels de santé, et aussi d'inviter et d'inciter les jeunes étudiants à prendre cette spécialité qu'est la psychiatrie. Ça passera bien sûr, là aussi, par rendre les métiers attractifs, et celui de psychiatre en particulier, que ce soit à l'hôpital, mais aussi en ville, et aussi avec l'enjeu de la pédopsychiatrie, dont je pense qu'il est un véritable enjeu. Sur les sujets concernant l'accompagnement périnatal, 17%, 16,7 exactement, des femmes qui ont accouché en mars 2021 ont présenté des signes de dépression postpartum, 2 mois après l'accouchement, et près de 10% des pères. C'est aussi bien de le signaler. Le suicide constitue la 2e cause de mortalité maternelle dans l'année qui suit la naissance. Pour mieux accompagner ces jeunes parents dans cette période qui peut s'accompagner de nombreux bouleversements psychiques, le chantier interministériel des 1000 premiers jours, lancé par Adrien Taquet, a mis en place un entretien prénatal précoce ainsi que l'entretien postnatal. Depuis le 1er mai 2020, un nouveau temps fort de l'accompagnement prénatal des mères a été ancré dans le parcours périnatal avec la généralisation de l'entretien prénatal précoce, dit EPP, qui est devenu obligatoire. Cette mesure intègre l'entretien prénatal précoce dans le parcours de grossesse, à l'instar des 7 consultations prénatales déjà obligatoires. Il s'agit là d'un temps d'échange, d'écoute privilégié au début du parcours périnatal entre la femme enceinte ou le couple et un professionnel de santé, médecin ou sage-femme. Dans cette logique de prévention, cet entretien prend en compte la dimension psychologique et émotionnelle ainsi que l'environnement social de la grossesse, qui permet de repérer les besoins d'accompagnement des parents avant l'accueil de l'enfant. Il offre également un soutien précoce à la parentalité avant la naissance, constituant aussi un outil de prévention de la dépression du postpartum, des troubles de la relation parent-enfant. En 2021, 60% des femmes ont bénéficié de cette EPP au cours de leur grossesse, soit 423 512 femmes. Cet entretien postnatal précoce est également devenu une étape obligatoire du parcours des soins des femmes. Donc là, on est passé au postnatal, après le prénatal, en postpartum depuis le 1er juillet 2022. Il est réalisé par un médecin ou une sage-femme
entre le 4e et la 8e semaine qui suivent l'accouchement. Il a là pour objet de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risque qui y exposent. Au 31 décembre 2022, on a enregistré 26 400 bénéficiaires de cet entretien postnatal. Donc on voit bien que là, l'enjeu à la fois de la prévention au début de la grossesse, mais aussi de la prévention juste après l'arrivée de l'enfant. Ce sont des mesures importantes qui avaient été travaillées dans le cadre de la mission menée par Adrien Taquet des 1000 premiers jours. Là, c'est à la fois sur la santé psychique des femmes, des mesures nouvelles et des mesures importantes qui permettent, même si pour la deuxième, nous n'avons pas encore assez de recul, puisque l'entretien postnatal, sa mise en place date du 1er juillet 2022, sera pour nous intéressant de pouvoir l'évaluer dans le temps, mais nous n'avons, je crois, aucun doute sur son intérêt. Sur la formation des professionnels de santé, je vous rejoins. Nous avons supprimé le numerus clausus, nous avons augmenté, j'allais dire, le nombre de médecins soignés, de médecins de 10 à 15% par an. Il faut entre 8 et 10 ans maintenant pour que le bénéfice de la loi que nous avons votée porte ses effets. Là aussi, en souhaitant que les jeunes choisissent la psychiatrie. C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. Voilà. Je ne peux pas vous répondre plus que ça sur... voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Je crois que j'ai à peu près répondu à toutes vos questions. À peu près. Merci, Madame la Ministre. Avant de donner la parole aux autres orateurs de groupe, j'aimerais juste vous poser une question. Vous l'avez évoqué le 8 mars pendant le CIT. L'annonce a été faite de généraliser une maison des femmes par département. Vous avez précisé les choses entre les centres de santé sexuelle intégrés et puis cette coordination. Moi, j'aimerais peut-être entendre la façon dont vous allez faire le maillage de façon concrète, à la fois la partie financement et puis le maillage, peut-être un calendrier entre la déclaration d'intention et puis le déploiement, comment nos territoires peuvent s'en saisir de façon concrète. Et si vous le voulez bien, pour avoir un petit peu d'interaction entre nous, on fait une question, une réponse, si c'est OK pour vous. Si vous préférez qu'on fasse des salves de questions, vous me dites. Voilà, mais... Moi, le tac au tac me va bien. La Première ministre a fixé un objectif très clair, c'est qu'il y ait au moins une maison des femmes par département. Actuellement, de mémoire, je crois que c'est 56 maisons des femmes. Nous avons 50 départements. 100 départements, il en reste la moitié à couvrir. Il nous reste fin 2025, il nous reste 2 ans pour couvrir. Ce travail devra se faire avec les territoires. En priorité, d'abord couvrir les régions qui n'ont pas du tout de maison des femmes. Ça, c'est la priorité des priorités. Hein. Et puis, si d'autres départements, notamment des grands départements, parce qu'il existe des grands départements pour lesquels la situation géographique permet et les financements permettent d'avoir une deuxième maison des femmes, pourquoi pas. Mais la priorité des priorités, c'est bien d'avoir une maison des femmes qui permet de prendre en charge les femmes victimes de violences et de faire un accompagnement global. Je crois que c'est là l'importance qu'elles soient liées, ces maisons des femmes, à une structure hospitalière pour permettre cette prise en charge globale. Et quand je dis global, il y a bien sûr quand la femme arrive, mais aussi après. Et je crois que le développement de la prise en charge du psychotraumatisme est un enjeu vraiment important. Je l'ai vu à La Réunion. Je suis allée à La Réunion où c'est un enjeu, comme dans beaucoup de territoires, mais à La Réunion particulièrement, où ce lien entre les différents ministères, la pré-plainte prise à l'hôpital et la prise en charge après du psychotraumatisme est en train de se développer, de s'installer. Je dois dire que c'était assez remarquable. Et je pense que plus on pourra protéger et faciliter notamment le dépôt de plainte, plus on pourra accompagner ces femmes rapidement.
Donc, l'idée, c'est de travailler là aussi de façon intelligente avec les systèmes de soins, les hôpitaux, les ARS, pour qu'on puisse avoir une maison des femmes par territoire. Bien sûr, il y a des acteurs qui se saisissent localement, mais c'est bien qu'on ait le territoire couvert fin 2025. C'est un objectif ambitieux, mais c'est un objectif que nous devons d'atteindre, là aussi avec nos partenaires institutionnels, mais l'État, et de mémoire, je crois que c'est 5 millions d'euros que l'État portera pour pouvoir développer ces maisons des femmes qui sont un outil essentiel dans la prise en charge des femmes victimes de violences. Je vous remercie. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Graziella Melchior. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour vos propos liminaires. Il y a 52 ans, jour pour jour, le 5 avril 1971, paraissait dans le Nouvel Observateur une pétition historique pour les droits des femmes, le manifeste des 343, dans lequel 343 femmes avaient eu le courage de dire qu'elles s'étaient fait avorter, s'exposant à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Ces signataires appelaient alors à une législation pour le droit à l'avortement en France. 52 ans plus tard, nous pouvons voir à travers les exemples des États-Unis, de la Hongrie ou de la Pologne à quel point il demeure l'un des droits fondamentaux pour les femmes et que nous devons encore et toujours le défendre. C'est la raison pour laquelle je souhaite souligner l'annonce faite par le Président de la République de la présentation d'un projet de loi afin d'inscrire dans la Constitution la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. C'est ce que l'Assemblée nationale avait exprimé à une très large majorité en novembre dernier à travers l'adoption d'un texte de compromis présenté par la France insoumise. Et pourtant, sur le terrain, ce droit est parfois menacé et nous devons nous assurer qu'il soit pleinement accessible pour toutes les femmes de notre pays et partout sur le territoire. Ce matin, le centre du planning familial de Strasbourg a été tagué par des militants d'extrême droite, tout comme avait été attaqué celui de Brest en août. À la suite d'autres préoccupations de ce dernier du planning familial de Brest, j'ai organisé une réunion entre celui-ci et le centre de planification et d'éducation familiale du CHU de Brest. Cette rencontre a permis de créer des liens afin que tous les bénévoles, tant les bénévoles que le corps médical, se comprennent bien et travaillent mieux en coopération. La première étape a été de proposer aux bénévoles du planning familial de venir en stage dans les services du CHU pour mieux comprendre la prise en charge des femmes qui, quelle que soit leur raison, souhaitent mettre fin à une grossesse. Alors, Madame la Ministre, je souhaite vous questionner sur ces deux points. Comment pouvons-nous à la fois mieux protéger les centres du planning familial face aux menaces des extrémistes ? Et enfin, envisagez-vous de favoriser le rapprochement des antennes du planning familial et des CHU afin que nous puissions dire à toutes les femmes de notre pays « La France vous protège ». Je vous remercie. Madame la Ministre. Sur la première réponse, j'ai envie de vous dire, tout comme vous, condamnez fortement, et nous devons condamner fortement tous ces actes odieux. Je ne suis pas sûre que la ministre de la Santé soit la plus à même de protéger ces centres-là, enfin toutes ces mesures de violence, mais en tout cas, nous devons collectivement, tout d'abord, les dénoncer fortement et regretter qu'en 2023, dans un pays comme le nôtre, on soit encore obligé de dénoncer des tags sur des centres qui pratiquent l'IVG. Je crois qu'il faut le dire et le redire. Et je suis triste, tout comme vous, qu'en France, on doit encore et toujours devoir le faire. Après, sur tout ce qui concerne les actions qui ont été menées, notamment de rapprochement et d'information entre les centres de planning familiaux, les centres de santé sexuelle et la formation et l'information à la fois des bénévoles et des professionnels est forcément bénéfique. Et plus on peut l'encourager, mieux c'est. Je crois que c'est aussi comme cela que nous progressons. Nous avons eu des débats. Alors je dis nous avons eu parce qu'il y a encore quelques temps j'étais parlementaire et parfois le nous revient. Nous avons eu des débats dans l'hémicycle au moment de la prolongation du délai. Je crois que l'objectif qui doit être le nôtre, c'est bien de rendre ce droit effectif. Et l'engagement que je peux prendre devant vous, c'est aussi de faire en sorte que les moyens soient donnés à la fois aux plannings familiaux, mais aussi que les moyens d'information aux jeunes femmes, aux jeunes filles soient donnés. Je crois que c'est aussi là l'enjeu qui est le nôtre. C'est comment à la fois rendre ce droit effectif,
mais aussi on doit rendre ce droit effectif par l'information qu'on doit donner. Et ça passe par un développement d'informations sur la santé sexuelle, pas que des jeunes filles, aussi des jeunes garçons. Je crois que c'est aussi ça l'enjeu. Je ne peux pas répondre, j'allais dire, abrupto à votre première question parce que tout comme vous, je le déplore, mais bien sûr faire en sorte que dans des endroits un peu plus ciblés en ce moment, demander aux forces de police d'être présentes, mais franchement, je le dis vraiment très sincèrement, en 2023, demander à des forces de police d'être présents devant un centre qui pratique l'IVG, je crois que nous devons, et pas que nous les femmes, nous devons tous le déplorer. Et faire en sorte que rendre ces droits effectifs. Et nous avons apporté des mesures. Voilà, il n'y a pas assez de gynéco. Nous avons permis aux sages-femmes de pouvoir le faire. Nous devons, là aussi, je crois, je ne sais pas si c'est faire de la prévention, mais en tout cas, mieux éduquer nos jeunes à ce qu'est la sexualité. Et quand je dis nos jeunes, c'est les jeunes filles et les garçons. Merci. La parole pour le Rassemblement national à Géraldine Gangier. Merci. Merci Madame la Présidente et merci Madame la Ministre, chers collègues. J'ai beaucoup apprécié votre intervention, Madame la Ministre. Donc après 17 années d'interruption de formation à la gynécologie et le rétablissement d'un diplôme spécifique, la progression du nombre de postes d'internes a permis d'avoir près de 1000 gynécologues médicaux en exercice ou en cours de formation, soit 87 pour la rentrée 2022. Ce chiffre, bien que légèrement encourageant, ne répond pas aux besoins puisqu'il ne suffit même pas à couvrir les départs en retraite, malheureusement. Le nombre de gynécologues médicaux continue de baisser encore. De 1945 gynécologues en 2007, on passe à 851 en 2022 pour 30 millions de femmes en âge de consulter. En 2013, il n'y avait que 7 départements sans aucun gynécologue. On en compte malheureusement aujourd'hui 14 et les effectifs ne font que diminuer. Les conséquences sont très lourdes pour les femmes. Difficultés, voire impossibilité d'un suivi régulier, retard de diagnostic aux conséquences très graves, recours aux urgences, augmentation des infections sexuellement transmissibles, etc. S'ajoute en plus la représentativité de la gynécologie médicale au sein des conseils nationaux professionnels, structure essentielle pour le fonctionnement et l'évolution d'une profession. On déplore seulement 6 représentants en gynécologie médicale contre 10 pour la gynécologie obstétrique. Aussi, Madame la Ministre, ma question sera la suivante. Comptez-vous ouvrir davantage de postes d'internes en gynécologie médicale et allez-vous faire respecter dans les instances l'égalité entre gynécologie obstétrique et gynécologie médicale afin que cette dernière, qui est une médecine spécifique et indispensable de la femme, puisse être à nouveau pleinement accessible à chacune. Je vous en remercie, Madame. Merci. Madame la Ministre. Ma réponse va être pas satisfaisante du tout. Elle va être la même que sur les formations des psychiatres. L'enjeu pour nous, c'est de développer et de rendre attractif et de redonner du sens, je le dis comme je le pense, à tous les métiers de la santé. 87% de la France est un désert médical. Nous manquons de médecins, nous manquons de médecins généralistes, nous manquons de psychiatres, nous manquons de tous les spécialistes. Une des façons, j'allais dire, de pallier ce manque de gynéco de ville, mais de gynéco-obstétriciens aussi, a été de travailler avec les sages-femmes aussi et de permettre aux sages-femmes de pouvoir prendre en charge et d'assurer notamment le suivi des grossesses des femmes. Est-ce que le nombre de postes en gynéco va augmenter? La réponse, elle est forcément oui. Est-ce qu'elle va augmenter dans tous les territoires partout? Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas les chiffres en tête. En tout cas, tout comme pour les psychiatres, l'augmentation de nombre de médecins formés dans les années à venir va être en moyenne de 15%. 15% en fonction des territoires. Nous souhaitons bien sûr, et c'est là aussi tout l'enjeu, et c'est là où le travail que nous menons actuellement dans le cadre du CNR, c'est de pouvoir permettre aux territoires de répondre
de pouvoir permettre au territoire de s'emparer de ces problématiques et de répondre en fonction des territoires. Il y a des territoires où, vous l'avez dit vous-même, il y a des besoins plus ou moins, il y a besoin partout. Ça, faut être très clair. Il y a des territoires où c'est plus ou moins prégnant. Et donc, l'idée, c'est de construire des réponses territoire par territoire afin, notamment via un modèle intéressant d'universitarisation, c'est-à-dire de permettre à des territoires qui n'ont pas de faculté, qui ne peuvent pas accueillir des internes, de pouvoir le faire. Et quand ça se fait, eh ben on peut améliorer dans certaines spécialités le nombre de praticiens. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons avec les territoires et qui va nous permettre, je l'espère, dans différentes spécialités et notamment en gynéco, de pouvoir améliorer la situation. Ma réponse n'est pas satisfaisante, mais malheureusement, je n'en ai pas d'autres à vous faire. J'aimerais. Merci, Madame la Ministre. Pour la France Insoumise, Sarah Legrain. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Ministre. À l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, j'ai déposé avec mes collègues de la NUPES une proposition de loi visant à mieux reconnaître le travail des femmes et sa pénibilité. Alors, en tant que ministre délégué chargé des professions de santé, je vous imagine intéressé par cette problématique, puisqu'on sait qu'on retrouve parmi ces professions de santé un grand nombre de ces métiers féminisés, 87% des infirmiers, et 91% des aides-soignantes sont en réalité des infirmières et des aides-soignantes. Et on pourrait aussi évoquer les sages-femmes, les orthophonistes et j'en passe. Or, les professions féminisées restent un angle mort de la législation en matière d'égalité salariale. Comme l'a montré l'économiste Rachel Silvera, leur salaire, leur qualification, la pénibilité de leur métier sont systématiquement sous-évalués. Au nom d'une prétendue nature féminine, les compétences requises par le soin porté aux enfants, aux personnes malades, aux personnes âgées, dépendantes, sont dévalorisées. Et la pénibilité liée aux postures difficiles, au port de charge, à l'exposition au bruit est invisibilisée quand il s'agit du soin. Et quand il s'agit de la charge émotionnelle liée à ces métiers, c'est carrément un impensé dans les critères de pénibilité actuels. Alors, en pleine crise Covid, Emmanuel Macron affirmait que notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que les économies rémunèrent si mal. Mais comme législateur et comme employeur, l'État a une responsabilité dans cette sous-rémunération de ces métiers essentiels. Dans notre proposition de loi, on prévoit, en s'inspirant de ce qui s'est fait au Québec, que les négociations de branches et d'entreprises ainsi que les plans d'action dans la fonction publique appliquent une méthode de comparaison entre différents emplois en tenant compte du diplôme, de l'expérience, de la pénibilité, permettant en fait de revaloriser par équivalence les emplois occupés majoritairement par des femmes et sous-payés, sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes. Nous proposons aussi de créer de nouveaux critères de pénibilité liés notamment aux contraintes émotionnelles fortes inhérentes au métier du lien, du handicap, de l'éducation, du soin, et en permettant aussi la prise en compte de la pénibilité pour les fonctionnaires également. Alors j'aurais aimé savoir ce que vous pensez de cette proposition de loi. J'ai un exemplaire avec moi, ça m'intéresserait que vous le regardiez de près et que vous nous disiez quel type d'objection vous pouvez faire ou sinon comment vous pouvez porter au gouvernement cette proposition pour revaloriser les métiers féminisés. Je vous remercie. Alors, je ne vais pas vous faire une réponse du style j'ai pas votre texte de loi, je ne peux pas me permettre de donner un avis. Je le ferai après et je prendrai votre texte de loi et le regarderai bien volontiers. Tout d'abord, vous dire que des choses ont déjà été faites sur la volonté que nous portions d'une égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et déjà, des progrès ont été faits. Malheureusement, et nous le constatons tous, à travail égal, il reste encore des salaires inégaux. Et jamais en faveur des femmes, toujours en faveur des hommes. Donc il nous faut encore et toujours lutter contre ces inégalités. Sur la première partie de votre question qui concernait la santé particulièrement des femmes et la pénibilité au travail, vous dire que ce sujet, je l'ai pris là aussi dans le cadre de la santé des professionnels de santé. Je souhaite faire vraiment un focus sur la santé des femmes professionnelles de santé. Et vous dire que déjà, je l'ai dit tout à l'heure, nous avions pu constater, notamment que chez les femmes qui travaillaient la nuit, une prévalence sur un certain type de cancer. Que la santé des professionnels de santé, notamment dans le cadre de suivi de la grossesse, était quelque chose sur lequel nous devons travailler. Donc c'est une préoccupation que je partage. C'est une préoccupation sur laquelle nous allons pouvoir apporter des réponses sur la partie qui me concerne. Et puis... Véronique me soufflait à l'oreille que les sénateurs, ce soir,
travaille sur une proposition de loi sur un index dans le cadre de la fonction publique. Donc, on va aussi avancer et faire un progrès dans le cadre de la fonction publique. Et puis, dans le cadre de l'arrivée du PJL emploi, je ne sais pas dans le cadre du calendrier, nul doute que si vous faites des propositions, elles seront regardées. Je n'ai pas dit voter, hein, j'ai dit regarder avec attention. Merci, je partage tout à fait l'idée. Ce sera d'ailleurs l'objet de nos échanges dans notre bureau, juste après, en tout cas, de pouvoir parler de ces travaux. Pour les Républicains, la parole est à Frédérique Meunier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, c'est vrai que c'est un plaisir de vous écouter parce que vous vous attaquez à beaucoup de chantiers. J'ai presque envie de dire que parfois la quantité ne fait pas la qualité, malheureusement. Ces chantiers, la Maison des femmes, c'est très bien. J'ai la chance d'en avoir une dans mon département, la maison de soi. Mais il faut après pouvoir la maintenir, la conserver. Donc c'est pas uniquement de se dire on a une maison des femmes, mais il faut pouvoir la maintenir. Vous parlez de la santé de nos professionnels de santé avec un surmenage constant. Madame la ministre, j'ai envie de vous dire, mais dédoubler le nombre de personnels dans les hôpitaux. Quand vous allez dédoubler ce nombre de personnels, vous allez voir, les problèmes de santé vont énormément diminuer. Et ce surmenage, vous l'avez tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Le jour où vous aurez augmenté ce personnel, vous verrez, il y aura une diminution, mais constante, des difficultés rencontrées. J'ai pas besoin d'avoir des experts ou des partenariats pour savoir ça. Je fais partie du conseil de surveillance de mon hôpital. Je vais vous donner un exemple pratique. Il y a dans mon hôpital des jeunes femmes qui accouchent des personnels de santé. Elles auraient besoin tout simplement d'avoir une crèche. C'est pas possible parce que ça coûte trop cher. Voilà un problème constant de tous les jours. Notre piste, savez-vous que dans le cadre de la médecine du travail, il n'existe pas des infirmières avancées? Ça n'existe pas. Peut-être qu'il y aurait sur le sujet une piste à réfléchir parce que si elles existaient, ça permettrait parallèlement de pouvoir décharger le médecin de la médecine du travail. Enfin, je vais déposer cette semaine une PPL sur la violence faite aux enfants qui vise à octroyer au juge aux affaires familiales, saisi dans le cadre d'une ordonnance de protection, la possibilité de se saisir d'office de la question de l'autorité parentale quant à son exercice ou à son éventuelle suspension ou retrait. C'est tout simple, c'est tout bête. Vous avez un vivier entre le Sénat et l'Assemblée nationale de propositions de loi qui pourraient véritablement faire avancer rapidement votre travail sur du quotidien. Madame la ministre, faites-le, regardez ce que nous écrivons et ça pourrait peut-être faciliter votre travail aussi. Merci. Madame la députée, comment vous répondre sur c'est facile, il suffit de dédoubler le nombre de personnels. Notre problématique, c'est que nous n'avons pas les personnels. Enfin, je veux dire que c'est pas. On peut de façon incantatoire dire c'est facile, il suffit d'eux. Nous avons la volonté, les budgets sont là, il n'y a pas de professionnels. Notre enjeu à tous, c'est bien de répondre aux besoins de santé, c'est bien de pouvoir, j'allais dire, tout d'abord éviter la fuite de ces personnels. Et nous devons ensemble pouvoir redonner du sens à tous ces personnels pour qu'ils ne fuient pas ces métiers de la santé. C'est la priorité des priorités. Et ce n'est pas en disant qu'il suffit de dédoubler le nombre de personnels que les personnels iront mieux. Pour l'instant, nous devons accompagner les personnels en place. Nous devons les accompagner pour d'abord les fidéliser. C'est ça l'enjeu primordial, et redonner du sens et rendre les métiers attractifs. Donc je vous remercie de votre solution, mais nous aimerions bien l'appliquer, mais ça n'est pas possible, malheureusement. Sur les maisons des femmes, je vais être très claire, l'idée, ce n'est pas de dire c'est un one-shot. L'idée de ces maisons des femmes, c'est bien de les pérenniser dans le temps et d'en assurer le financement. Les premières qui ont été construites, elles ont été faites, j'allais dire,
avec à force marché et par j'allais dire des mécènes. Certains sont subventionnés par des mécènes. Il faut continuer. Moi, j'invite et j'incite les mécènes à continuer à subventionner les maisons des femmes. Mais notre volonté est bien de pérenniser une maison. D'abord, d'en mettre une par département et de les pérenniser. Prendre en compte la santé des femmes victimes de violences est un enjeu majeur, je le redis. Et donc, l'idée est bien de pérenniser ces maisons des femmes, au moins une par département, et d'en assurer le fonctionnement. Après, sur la médecine du travail, on parle là des établissements. Bien sûr, comme dans tout, nous manquons de médecins du travail, nous manquons de médecins scolaires. L'idée, c'est de pouvoir, là aussi, accompagner les professionnels. Et donc, l'idée des infirmiers de pratique avancée en médecine du travail, enfin, en médecine du travail, elle fait son chemin. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre aux professionnels de santé exerçants. Après, sur l'enjeu des crèches, là aussi, ça fait partie de l'attractivité du métier, ça fait partie de la qualité de vie au travail, ça fait partie des projets d'entreprise, ça fait partie des projets de certains hôpitaux, ça fait partie des choses qu'il faut essayer d'améliorer pour rendre j'allais dire, le cumul maman ou parent, parce que c'est aussi le cumul parent-emploi plus facile, et notamment dans les professions dont nous manquons, notamment les professions de santé. Et donc là, si on peut accompagner ces projets, si certains... Mais ça existe et ça se développe, sans doute pas assez vite, mais en tout cas, si on peut faciliter la parentalité pour pouvoir continuer à exercer son métier, dans les territoires qui peuvent le faire le font, et les établissements qui peuvent le faire le font. C'est un enjeu majeur. Merci. La parole pour le MoDem est à Sandrine Josso. Merci Madame la Ministre, chers collègues. J'ai porté récemment une proposition de loi visant à mieux accompagner les femmes et les couples confrontés à une fausse couche. Le dispositif proposé s'appuie en partie sur mon parcours psy, mis en œuvre l'année dernière. Auriez-vous des éléments sur les données genrées sur le recours à mon parcours psy? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième concerne plus particulièrement les différences liées au genre dans le suicide. Au niveau mondial, les femmes comptabilisent 2 à 4 fois plus de tentatives de suicide que les hommes. Quelles sont les données disponibles en France et comment nous situons-nous par rapport à nos voisins européens? Les dispositifs d'accompagnement actuels sont-ils suffisants et quelles seraient les éventuelles évolutions envisagées pour mieux accompagner les femmes confrontées à des épisodes dépressifs et prévenir le passage à l'acte? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Alors, sur votre question très précise, le recours à mon parcours psy, têtes assises, mesdames, 71% des femmes. Bon, est-ce que les femmes admettent plus facilement qu'elles ne vont pas bien que les hommes? Peut-être. Peut-être. Donc, ça concerne, sur les 90 000 patients dont je vous parlais tout à l'heure, donc 71% sont des femmes. Ce chiffre laisse songeur, en tout cas. Sur les suicides, le suicide représente donc la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans après les accidents de la route. Le nombre de décès par suicide est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Nettement plus élevé chez les hommes, 6278 et 2088 chez les femmes. Par contre, le nombre de tentatives de suicide est plus élevé pour les femmes que pour les hommes. 13,8 tentatives de suicide pour les femmes et 8,7 pour les hommes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une préoccupation majeure, même si tous ces chiffres doivent nous alerter, avec le nombre de tentatives de suicide chez les jeunes filles, qui doit nous inviter, nous inciter à prendre des mesures de prévention chez les jeunes, et notamment avec là aussi un pic chez les jeunes filles, notamment chez les plus modestes. Donc je pense qu'on doit
on doit avoir collectivement ces chiffres en tête pour pouvoir ensuite prendre des mesures pour accompagner et peut-être notamment à l'école, pour avoir une vigilance particulière à l'école. Mais pour répondre à votre question sur le nombre de nos concitoyens qui ont accès à mon parcours psy, 71% sont des femmes, donc ce qui est quand même pour le coup très marqué et très genré. Merci. Merci, Madame la Ministre. Pour les socialistes, Marie-Noëlle Battistel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci déjà pour tous les éléments que vous nous avez communiqués. Moi, j'aurais 2 sujets particuliers sur lesquels je souhaiterais que vous puissiez nous apporter des éléments. Le premier étant l'accès à l'IVG et son évolution en France. Nous avions commis un rapport avec ma collègue Cécile Muscotti en courant 2020, où nous avions relevé un certain nombre de difficultés dans de nombreux départements d'accès à l'IVG. Et quelquefois, le parcours de la combattante était extrêmement difficile, ce qui conduisait nombre de femmes à dépasser les délais, ce qui nous avait également conduit à faire une proposition d'extension des délais de 12 à 14 semaines qui ont été votés en 2022. Et vous évoquiez tout à l'heure l'extension de la compétence également aux sages-femmes. J'aurais voulu savoir si vous avez des chiffres ou des états de situation de l'évolution depuis 2020 de cette situation. Alors si ce n'est pas aujourd'hui et que vous pouvez nous la communiquer plus tard, ce serait volontiers. Voilà, donc je serais très intéressée pour les avoir. Sur le deuxième sujet, suite au scandale Orpea et à de nombreuses sollicitations dans ma permanence parlementaire, à la fois des personnels des EHPAD ou des familles, sur des sujets divers et variés d'ailleurs, j'ai engagé la tournée des EHPAD de ma circonscription. Donc j'ai visité une douzaine d'EHPAD et j'en ai dressé un petit rapport de situation qui montre quand même qu'on est en mode dégradé permanent dans ces établissements, qu'on a donc des personnels qui sont pour beaucoup au bord du burn-out, qui tiennent parce qu'ils aiment leur métier et ils savent que sans eux, la maison ne tourne pas. Mais quand même, je crois qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Alors tout à l'heure, vous donniez comme réponse, on ne peut pas multiplier les médecins dans des hôpitaux puisqu'on ne les a pas. Peut-être que sur ce sujet-là, il est plus facile de former et de rendre attractif un métier tel que celui-ci, avec peut-être une professionnalisation différente. On me citait par exemple la question des contrats de court terme qui étaient quasi majoritaires dans ces établissements et que les directeurs souhaitaient pouvoir recruter sur le long terme, comme par exemple les hôpitaux qui aujourd'hui titularisent les personnels au bout de 6 mois d'activité. Ce n'est pas possible dans des EHPAD. Donc il y a peut-être ce genre de solution à trouver. En tout cas, je crois qu'il est vraiment temps d'agir sur cette question de revalorisation de ces métiers dont on a fort besoin, sachant que le vieillissement de la population nous dit aussi qu'on aura de plus en plus besoin de personnel. Donc je voulais savoir si vous étiez très au fait de ça, et je n'ose pas penser que vous ne le soyez pas, mais en tout cas, est-ce que vous avez engagé déjà un travail sur ce sujet pour améliorer ces situations? Merci beaucoup. Ce travail et ces besoins de personnel, d'aides-soignantes, d'infirmières en EHPAD, il est le même qu'en hôpital, il est le même partout. Ce travail, il est engagé en interministériel parce que ce soit au niveau du ministère des Solidarités, qu'au niveau du ministère, que chez Jean-Christophe Combe, que chez Geneviève Darrieussecq, que c'est François Braun ou que chez moi, nous avons besoin de tous ces professionnels de santé. Vous l'avez dit, et nous avons collectivement beaucoup travaillé, l'enjeu à la fois de donner des perspectives de carrière, qu'une aide-soignante puisse devenir infirmière via des validations d'acquis d'expérience, il est nécessaire. Après, vous dire, est-ce que c'est plus facile de former une infirmière qu'un médecin? Malheureusement, je pense que la réponse est non, puisque lorsqu'on regarde le nombre
d'infirmières formées, le nombre de jeunes qui rentrent en formation et qui abandonnent en cours de route, le taux d'abandon chez les élèves infirmiers, c'est le plus fort. C'est-à-dire que quand on a 100 jeunes qui rentrent en formation en soins infirmiers, il n'y en a que 50 qui sortent. Ça veut dire que 20%, entre 20 et 25% ont abandonné la première année et que le reste abandonne en cours d'année. Ce qui nous a alertés, bien sûr. Une mission EGAS a été faite. Les conclusions ont été rendues il y a quelques semaines. Et le chantier de la refonte, ou en tout cas de l'adaptation de la formation en soins infirmiers, est pour nous un enjeu majeur. L'attractivité des métiers et des métiers du soin, des métiers de la santé, c'est quelque chose qui nous occupe, c'est quelque chose qui nous préoccupe, et nous allons dans les semaines à venir pouvoir apporter des réponses. Mais là où je vous rejoins, et ça rejoint tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, il ne se faut pas décréter qu'il faille du personnel, il faut du personnel. Il y a beaucoup d'endroits où les postes sont financés et il n'y a personne pour aller dans ces postes. Donc nous devons aussi, et là je nous le dis parce que nous le devons aussi, dire que ces métiers du soin et de la santé sont des beaux métiers, qu'ils sont porteurs de sens. Et si on veut aussi arrêter cette spirale négative dans laquelle nous sommes, il faut aussi que nous arrivons à parler positivement de tous ces métiers. Malheureusement, l'affaire Orpea ne nous a pas aidés à parler positivement de ce qui se passe en EHPAD. Et pourtant, il y a des très beaux EHPAD et il y a des femmes, je dis femmes parce que majoritairement ce sont des femmes qui travaillent en EHPAD, qui font un travail extraordinaire pour accompagner nos aidés. Donc nous devons là aussi arrêter cette spirale, et on arrêtera cette spirale, bien sûr, pas qu'en disant que ce sont des beaux métiers, mais aussi en disant que ce sont des beaux métiers. Comment voulez-vous que nos jeunes puissent s'engager dans ces filières si à longueur de journée, on leur dit que ça ne va pas? Donc c'est aussi ça qu'il faut faire. Et bien sûr, ne pas nier l'évidence que ces métiers sont difficiles, qu'il faut y apporter des réponses. En tout cas, nous nous y attelons et nous y travaillons. Et je suis preneuse, bien sûr, de votre petite conclusion sur votre rapport suite à cette affaire Orpea sur laquelle nous avons travaillé ensemble. Et pour répondre à votre première question, j'ai une très belle fiche faite sur l'IVG, mais je n'ai pas les chiffres. Alors, je vous les communiquerai après. Mais je vous les communiquerai. Merci, Madame la Ministre. Pour le groupe écologiste, Marie-Charlotte Garin. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues. 30,2%, c'est la part de la population française qui vit dans un désert médical. 1,6 million, c'est le nombre de personnes qui renoncent chaque année à des soins. 45%, c'est le pourcentage de médecins généralistes qui sont en situation d'épuisement professionnel. Ces chiffres sont alarmants et vous les connaissez, et ils ne reflètent que trop bien la chute de l'hôpital public qui pénalise en premier lieu les femmes et les publics les plus fragiles. En 2023, dans la 7e puissance économique mondiale, les zones rurales où vivent une femme sur 3, ces zones, elles sont toujours des zones blanches de l'égalité. Donc entre 2007 et 2022, le nombre de gynécologues médicaux a drastiquement diminué, passant de 1945 à 851 professionnels, à savoir que c'est pour plus de 30 millions de femmes qui sont en âge de consulter. Et c'est simple, dans 14 départements, il n'y a aucun gynécologue médical, et c'est la même chose pour les maternités qui sont aussi de plus en plus nombreuses à fermer leurs portes. Être soignant, on l'a dit, c'est bien souvent être soignante, c'est un métier passionnant, mais pour certaines, aujourd'hui, il ne fait plus rêver. On peut facilement le comprendre quand on sait les difficultés quotidiennes, l'épuisement, le manque de moyens auxquels se confrontent ces personnes. On l'a dit, on en rencontre toutes dans nos circonscriptions, toutes dans nos échanges, et on sait leurs difficultés. Ces mauvaises conditions de travail, elles laissent des marques et des vides, au détriment bien souvent de la santé des femmes. Je donne un exemple, à la rentrée 2022, c'est 20% des places en deuxième année de maïeutique qui sont restées vacantes. C'est une étudiante sage-femme sur 2 qui envisage d'arrêter ou de suspendre sa formation du fait du niveau de stress quotidien, de la maltraitance en stage, du manque d'accompagnement pédagogique et d'une situation financière précaire. Cette situation, ce n'est pas le fruit du hasard, elle découle aussi de choix politiques. On a déjà parlé des conditions de travail des professionnels de soins qui se dégradent. Aujourd'hui, c'est aussi à ces personnes qui sont déjà usées physiquement et mentalement que votre gouvernement demande de travailler plus longtemps. Notre pays manque de soignants, et c'est en recrutant plus et en les payant mieux, en assurant des conditions de travail dignes à la hauteur du service rendu, que l'on rendra cette profession essentielle plus attractive. Alors, Madame la Ministre, en écho aux propos qu'on a eus les unes avec les autres juste avant, ma question est simple. Que faites-vous pour améliorer de manière structurelle et concrète les conditions de travail des professionnels de santé? J'ai entendu que vous étiez sur des pistes de travail, sur des réflexions dans les semaines et les mois qui viennent. Comment est-ce qu'on va revaloriser ces métiers essentiels? Vous nous avez dit que les budgets étaient là. Donc la question c'est,
si les budgets sont là et si seulement le récit positif de ces métiers ne va pas suffire à les revaloriser, est-ce que vous allez aller vers l'augmentation des salaires, la gratification des stagiaires et aussi la reconnaissance de la pénibilité de ces professionnels? C'est quelque chose dont on a finalement, dont on a parlé dans le débat sur la question des retraites, mais on voit qu'on a assez peu de réponses sur la prise en compte des métiers du soin et de la pénibilité des métiers du soin qui sont en majorité féminins. Et vous parliez des maisons des femmes en tac au tac, une par département, effectivement c'est bien, mais comment est-ce qu'on les remplit si on n'a pas suffisamment de professionnels qui sont formés pour être au service des femmes au quotidien? Je vous remercie. Je vais essayer de répondre, même si déjà en partie j'ai un peu répondu à votre question, mais je vais me permettre de compléter sur deux accès. C'était la dernière question? Oui, encore après. Et encore après. Le président de la République, le 6 janvier dernier, nous a demandé de travailler sur la refondation du système de santé. Refonder le système de santé, il faut absolument qu'on le fasse à 2 niveaux. D'abord l'hôpital et la ville. Refonder l'hôpital, c'est tout d'abord permettre une meilleure autonomie à l'échelle des services. À l'échelle des services, ça veut dire quoi? Ça veut dire que revenir à l'échelle de services, ça veut dire que les emplois du temps permettent de prendre en compte une meilleure adaptation de la relation entre la qualité de vie au travail et la vie personnelle. C'est ce que nous apprennent, c'est ce que nous a appris, et c'est ce que nous subissons, j'allais dire, pas subissons, mais c'est le constat qui est fait après la crise sanitaire dans tous les métiers, et pas que dans les métiers du soin, mais ça vient télescoper les métiers du soin qui étaient déjà en difficulté avant la crise sanitaire, cette nécessaire, ou en tout cas cette volonté d'avoir un rééquilibrage entre vie personnelle et vie professionnelle. Très clairement, c'est notre relation au travail qui a profondément changé et sur lequel nous devons apporter des réponses. Et dans le système de santé aussi. Donc cette volonté de redonner à l'échelle des services une autonomie de gestion, c'est une première réponse sur la qualité de vie au travail. Votre question m'amène à dire que, je voudrais apporter une réponse sur quelque chose sur lequel nous avons commencé à travailler, qui est la santé des professionnels de santé, mais aussi sur la sécurité des professionnels de santé. Et nous sommes arrivés à la violence faite aux professionnels de santé, qui est un enjeu majeur et sur lequel nous devons apporter des réponses. Sur les violences faites par les patients aux professionnels de santé, nous allons construire des réponses et une mission est en cours. Et à l'occasion du lancement de la mission, nous avons auditionné toutes les fédérations des professions de santé. Accessoirement, elles sont toutes présidées par des femmes. Toutes. Des étudiants, oui. Des étudiants, je parle des étudiants, je pensais bien ce que je dis, mais j'ai pas dit. Des étudiants, mais elles sont toutes présidées par des femmes quand même. Et nous avons tous été marqués par le même témoignage des étudiants en médecine, en passant par les sages-femmes, en passant par les kinés, en passant par les dentistes, en passant par les pharmaciens, de cette violence interprofessionnelle subie pendant les stages. Et c'est sans doute une des raisons aussi de la difficulté dans laquelle se trouvent ces jeunes étudiants lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail. Nous avons bien pris l'ampleur du phénomène. Est-ce que c'est plus qu'avant? Peu importe. Maintenant, la parole est libérée et on en parle. Et nous avons un devoir collectif d'y apporter des réponses, mais je peux vous assurer que nous avons collectivement, et toutes les personnes qui étaient là, étaient vraiment marquées par les témoignages. Et c'est une des réponses à votre question, c'est comment on assure l'attractivité de ces métiers. C'est déjà en rendant et en accompagnant les jeunes étudiants, et plutôt les jeunes étudiantes, sur ces problématiques dès leur formation. C'est un vrai enjeu sur lequel on va travailler et nous l'avions intégré dans le groupe sécurité et violences faites aux professionnels de santé. Nous allons en faire un sujet à part, vraiment, parce que nous devons apporter des réponses à tous ces jeunes qui entrent dans les métiers du soin. Et si on veut qu'ils y restent, il faut déjà, à la base, y apporter une réponse. Après, sur le reste, c'est un enjeu global, c'est l'enjeu de la création de mon ministère, la lutte contre les déserts médicaux et comment on essaye d'y apporter des réponses
à la fois un enjeu de territoire, mais aussi un enjeu de refondation de notre système de santé. Ça passe bien sûr par la qualité de vie au travail, et vous dire que les salaires ont déjà, en 2020, dans le cadre du Ségur de la santé, été revalorisés. Nous sommes tous conscients de dire que c'était un rattrapage. Nous l'avons dit et nous avons présenté comme ça, mais c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, et que ça reste un des enjeux. Mais lorsque nous discutons avec les professionnels, ça n'est pas que l'enjeu. Ça n'est pas que l'enjeu. Et redonner du sens, c'est la priorité des priorités. Et ça passe aussi par la qualité de vie au travail, ça passe par leur santé, ça passe par aussi les protéger. C'est tout un ensemble. Les salaires, ça reste un point, mais ça n'est pas que le seul point. Et je le redis parce que pour en échanger avec beaucoup, la priorité des priorités, c'est redonner du sens à leur exercice. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Merci, Madame la Ministre. Pour le groupe GDR, Madame Soumia Bourouaha. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je souhaite vous interroger sur un sujet qui pose énormément de difficultés dans mon département, mais je le sais aussi dans d'autres localités en Hexagone et en Outre-mer. Un sujet que vous connaissez bien, c'est les patients qui ont de plus en plus de mal à obtenir des rendez-vous avec un médecin généraliste. Pourtant, les généralistes sont les premiers médecins vers lesquels les patients se tournent. Pour ces raisons, ce sont des praticiens qui arrivent à nouer un lien de confiance plus particulier avec leurs patients et qu'on appelle encore souvent les médecins de famille. Seulement voilà, trouver un médecin en capacité de prendre de nouveaux patients et qui accepte également de prendre en consultation des patients sans rendez-vous est devenu un véritable parcours du combattant. Cette situation impacte évidemment les femmes, et ce, alors qu'en novembre 2022, la Haute Autorité de Santé a publié une fiche pratique destinée à encourager les médecins généralistes à déceler d'éventuels cas de violence conjugale. Cette initiative a pour objectif de prendre en charge plus rapidement les femmes victimes de violences et de mieux les protéger. Or, comment répondre à cet objectif quand obtenir un rendez-vous avec un médecin devient le parcours du combattant? Par ailleurs, j'ai été alertée par des médecins quant à l'arrêt du financement qui est dédié à la formation de généralistes titulaires d'une maîtrise de stage qui encadrent les internes et externes en médecine générale. Je pense que cet arrêt de financement met gravement en péril cette formation, pourtant qui est si importante pour former de nouveaux maîtres de stage et de futurs médecins généralistes qui, ayant exercé au sein de déserts médicaux, zones rurales ou zones urbaines sensibles, ont davantage d'aisance à s'y installer ou à rester dans la structure qui les a formés. C'est pourquoi je pense que c'est un dispositif qu'il faut préserver, qu'il faut encourager et qui répond en partie à la problématique des déserts médicaux. Donc c'est peut-être un sujet qu'il faudrait travailler. D'ailleurs, moi je l'ai constaté dans mon département, dans les CMS, les centres municipaux de santé. Voilà, ainsi madame, quelle solution allez-vous apporter à tous ces sujets? Je vous remercie. Alors s'il y avait une solution, c'est un ensemble de réponses sur lesquelles nous devons travailler pour répondre. Je le redis, 87% de la France est un désert médical et que il y a de moins en moins de médecins généralistes pour pouvoir répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Néanmoins, je tiens à le redire, les médecins généralistes travaillent beaucoup et répondent autant que faire se peut aux besoins de nos concitoyens. C'est pour cela qu'il nous faut absolument les accompagner en attendant ces 8 à 10 ans dont on sait que pour l'instant nous n'aurons pas encore les fruits de la suppression du numerus clausus, et pendant 8 à 10 ans ça va être compliqué d'avoir de nouveaux médecins généralistes disponibles, à la fois parce qu'ils seront moins nombreux, mais parce que notre population vieillit, que donc le besoin en soins va grandir. Donc nous devons à la fois travailler, c'est les chantiers qui ont été ouverts, à la fois développer les assistants médicaux. Un assistant médical, c'est 15% de temps médical gagné, diminuer la charge administrative, ce sont les process qui sont bien partis et sur lesquels nous allons accélérer, mais aussi s'assurer que les médecins généralistes, soient maîtres de stage, puissent prendre en stage des jeunes
Là aussi, c'est un enjeu majeur. Donc, je vérifierai le point et la question que vous avez posée, parce que pour moi, il n'y a pas d'arrêt de financement de la formation des médecins qui souhaiteraient devenir maître de stage. Je vais regarder ce point particulièrement, mais pour moi, il n'y a pas d'arrêt là-dessus. Mais à chaque fois que je fais un déplacement, la première question que je pose aux médecins généralistes, c'est: êtes-vous maître de stage ? Parce que c'est important de pouvoir assurer sa succession. D'abord, c'est lorsqu'on est maître de stage, alors c'est pas forcément facile, hein, et là aussi, on essaye de comprendre pourquoi les médecins ne prennent pas de stagiaires. Parfois, il s'agit juste du cabinet qui n'est pas adapté à avoir une deuxième personne qui exerce à vos côtés, parce que la formation n'est pas forcément simple. Mais être maître de stage, c'est parfois aussi s'assurer d'un remplaçant pendant les vacances, et puis potentiellement d'un successeur qui pourrait reprendre le cabinet. Donc la première question que je pose, c'est: êtes-vous maître de stage ? Et la deuxième question, c'est: avez-vous un assistant médical ? Mais malgré tout ça, nous savons que les médecins ne pourront pas répondre tout seuls aux besoins de santé de nos concitoyens, d'où la nécessité de travailler aux délégations de compétences, tout en s'assurant que le médecin reste la pierre angulaire de système de santé, de travailler sur le développement de l'exercice coordonné à l'échelle des territoires. C'est tout ce que nous mettons en place, tout à la fois en développant et en ayant... et c'est une réponse collective que je voudrais faire sur tous les professionnels de santé. Nous travaillons aussi à la démographie médicale dans le temps, c'est-à-dire aux perspectives. C'est-à-dire que le travail que nous avons lancé, c'est de se dire quels seront les besoins dans toutes les professions à l'échelle de 10, 15 ou 20 ans. Mais ce travail ne peut pas se faire uniquement sur la pyramide des âges, parce que, comme vous le savez, nous avons cette relation au travail qui a changé, et un médecin qui part à la retraite maintenant, un médecin actuel qui part à la retraite, il faut 3 médecins pour le remplacer. C'est ça les chiffres. Et ça n'a pas vraiment pu être anticipé, malheureusement. Donc c'est aussi ça. Et puisque nous sommes entre nous, ça n'est pas parce qu'il y a plus en plus de femmes médecins. Ça n'est pas ça. Parce que certains disent ça. Non, ça n'est pas ça. C'est parce que les jeunes, et pas que les jeunes femmes médecins, les jeunes souhaitent avoir un exercice différent, et que le médecin d'aujourd'hui souhaite être un travailleur, j'allais dire, comme un autre. Et donc, faut accepter ce phénomène. Faut pas porter de jugement, faut accepter ce phénomène, c'est comme ça. Mais il faut aussi l'intégrer. Il faut l'intégrer dans les schémas de projection qui sont les nôtres. Mais là, pour le coup, on peut pas en vouloir à nos prédécesseurs, parce que ce phénomène, il est quand même très brutal. Il est vraiment très brutal. Donc, il faut prendre en compte ça. Il faut prendre en compte aussi ça dans l'organisation du système de santé. Il faut être en mesure de pouvoir s'adapter. Cette volonté d'être parfois salarié, parfois pas, d'exercer en milieu privé, en milieu public. Il faut que nous adaptions à la volonté des jeunes médecins arrivants. Et puis, pour avoir beaucoup travaillé et beaucoup à l'écoute des jeunes, l'idée, c'est de leur dire, c'est quoi la médecine libérale de demain ? Très clairement, nous sommes à une croisée des chemins où la médecine libérale, la médecine générale ne sera plus la même. Et c'est avec eux qu'on doit construire ce modèle-là. Et là, on est vraiment à un moment charnière, un moment de transmission et un moment générationnel important. C'est les chantiers qui sont ouverts, tout en ayant bien conscience que nous avons, nous, responsables politiques, l'urgence de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Donc, il faut concilier tous ces phénomènes à la fois, avec, je le redis vraiment, notre obligation de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe Renaissance, Amélia Lacrafi. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je tiens tout d'abord, comme beaucoup de mes collègues, à vous remercier pour votre présence dans notre instance, ce qui témoigne de l'intérêt pour nos travaux et vos prérogatives sont intimement liées au quotidien des femmes. Pour aller un peu à contresens de mes collègues, je vais parler de la réputation en fait, et des compétences qui sont reconnues dans le monde entier de nos professionnels de santé.
Cette compétence reconnue contribue très largement à la bonne réputation donc, des services de soins en France par les étrangers et par les Français de l'étranger. Nombreux sont d'ailleurs les ressortissants étrangers qui viennent chaque année se faire soigner dans nos établissements de santé pour bénéficier des compétences à la pointe. Cette technicité française est, sur certains segments de métier, portée par des femmes, et vous l'avez longuement expliqué. En ma qualité de députée représentant les Français établis hors de France, je veux ici témoigner de la forte demande qui s'exprime de la part des pays de ma circonscription, notamment du Moyen-Orient, en faveur du développement de projets de coopération avec la France dans le domaine de la formation médicale et paramédicale, et plus particulièrement s'agissant des soins infirmiers. L'Arabie saoudite, notamment, investit actuellement massivement pour développer le secteur de la santé dans le royaume et souhaite pouvoir s'appuyer sur l'expertise française pour former son personnel. Favoriser ces compétences me semble être un atout pour faire rayonner notre savoir-faire et par là même valoriser les professionnels et renforcer la reconnaissance de ces métiers, peut être un atout pour attirer des nouvelles personnes sur ces métiers-là et donner d'autres perspectives de carrière, donc majoritairement occupées par les femmes et qui pourraient en fait être beaucoup plus attractif. Dans ce contexte, je souhaiterais savoir si vous portez une ambition spécifique concernant ces coopérations à l'international. J'ai été récemment saisie par différents acteurs institutionnels et privés pour accompagner un projet de valorisation de ces compétences au Moyen-Orient et je serais heureuse de pouvoir vous présenter les contours plus directement. Un peu plus lié avec nos débats d'aujourd'hui concernant ces maisons des femmes et cette prise en charge qui est absolument cruciale, est-ce qu'une maison des femmes sera dédiée aux femmes françaises de l'étranger, une maison référente, voilà, est-ce que malheureusement, quand nos femmes à l'étranger souffrent de violences conjugales et qu'elles rentrent, 9 femmes sur 10, pour 9 couples sur 10, ce sont des femmes qui suivent le mari, donc elles sont beaucoup plus vulnérables. Et quand elles viennent et qu'elles ont besoin d'aide, souvent, dans les centres, on leur dit qu'elles n'ont pas forcément droit ou accès parce qu'elles sont non résidentes. Et donc, est-ce que le sujet est abordé? Merci beaucoup. Merci pour votre question. Là, je vais vous répondre de façon assez précise pour vous dire que, tout d'abord, vous remercier d'avoir souligné que notre système de santé est de qualité. Je crois qu'il faut aussi se le redire. Et je le dis, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut parler positivement de notre système de santé. Nous avons d'abord un système de santé basé sur la solidarité et je crois qu'il fait à l'étranger des envieux et il est souvent regardé et nous avons un système de santé de qualité. Ça ne veut pas dire que tout va bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais nous avons un système de santé de qualité et il faut le dire. Chaque année, c'est 70 projets de coopération qui sont soutenus à travers un appel à projet pour un montant d'1 million d'euros financé par une mission d'intérêt général qui s'appelle Coopération hospitalière internationale. Je vais vous donner quelques exemples. Un projet porté par le CHU de Rouen et l'Hôtel Dieu de France à Beyrouth pour renforcer les coopérations infirmières au Liban. Un projet de coopération entre le CHU d'Angers et l'Hôtel Dieu de France, toujours à Beyrouth. Un projet porté par la Salpêtrière et l'hôpital universitaire Rafik Hariri sur les équipes de liaison et de soins en addictologie, ou encore un projet porté par le CHU de Toulouse pour renforcer les compétences au sein de l'hôpital de Tubas en Cisjordanie. On a un deuxième dispositif qui est le dispositif Fellowship à destination des médecins originaires des pays du Moyen-Orient. Donc les médecins originaires du pays du Golfe peuvent, dans le cadre de ce dispositif des protocoles d'accords bilatéraux signés entre la France et respectivement l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Sultanat d'Oman et le Qatar, venir accomplir une formation de médecine spécialisée en France. Chaque année, ce sont 130 postes qui sont ouverts aux médecins ressortissants des pays du Golfe Persique pour être inscrits dans les universités françaises en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées reconnu dans leur pays d'origine. Ce programme de formation des pays des médecins du Golfe est un programme de qualité qui est reconnu à l'étranger pour la qualité de formation médicale dispensée aux médecins étrangers. Il nous paraît donc essentiel de le préserver et de soutenir son développement sous réserve impérativement de respecter aussi bien les contraintes diplomatiques que les contraintes sanitaires. Des pays souhaitent intégrer ce programme, Djibouti par exemple, d'autres appartenant au programme, voire augmenter les cohortes de médecins accueillis, notamment l'Arabie saoudite, ou étendre ce programme aux chirurgiens dentistes et aux infirmiers. Voilà la réponse que je pouvais vous faire. Merci beaucoup.
Alors sur la Maison des femmes, j'ai pas de réponse, si ce n'est que pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faut travailler à l'identifier et qu'il y en ait une qui soit identifiée pour les femmes qui seraient victimes de violences. Mais on peut travailler à ce sujet et Angèle Malâtre, qui travaille sur ce sujet à mes côtés au cabinet, pourra regarder avec vous ce problème. Oui, c'est à mon sens une bonne idée. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre, pour la qualité de vos réponses. Le fait de répondre de façon interactive est très agréable pour nos auditions. Donc, merci. Nous nous retrouverons pour l'évaluation, certainement, de cette feuille de route. Et plusieurs sujets ont été relevés. Vous pouvez compter sur nous pour suivre ces éléments. Merci à vous. Merci. Et nous nous retrouvons donc sous format bureau à partir de ceux qui sont donc membres du bureau. Je vous remercie. On peut donc stopper notre audition.